Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 On t'a nommé ministre. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et Charles Onana et notre invité Charles. Maintenant, nous savons que, d'après ce que tu dis et écris, que les services secrets de certaines puissances occidentales ont un peu manœuvré pour montrer la France comme étant la puissance qui a perpétré ce génocide au Rwanda. Nous savons très bien que sur le plan international, ces grandes puissances sont des alliés. Quel intérêt avait l'une de ces grandes puissances de diaboliser l'autre? Alors, très simple. Bon, moi je dis très simple. Pour beaucoup de gens, c'est pas du tout simple. Moi je dis très simple, pourquoi? Parce que j'ai pris le temps d'accéder aux documents. Donc je sais qui a fait quoi dans cette histoire-là. C'est très simple, pourquoi? Parce que le but de ce qui s'est passé au Rwanda, c'était pas le Rwanda. Ah, vous écarquillez les yeux là. Oui. Oui, c'était pas le Rwanda. C'était le Congo. C'était le Congo. On ne fait pas la guerre dans un pays qui est pauvre. Il y a l'effort de guerre. Pourquoi on a fait la guerre en 1945? Pourquoi le Cameroun a été important? Pourquoi le Congo-Brazzaville a été la capitale de la France libre? Il y avait le pétrole. Pourquoi non, mais enfin, c'est des pays riches. C'est dans ces pays-là que vous avez tout. L'uranium du Congo, l'uranium, la première bombe larguée sur Hiroshima et Nagasaki, l'uranium venait du Congo. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début de la guerre, vous allez comprendre pourquoi je parle du Congo. Au début de la guerre, ce qui s'est passé, c'est que le professeur Albert Einstein, qui était allemand, qui vivait en Allemagne, a fui, il s'est exilé aux États-Unis. Oui, et quand il est arrivé aux États-Unis, il a écrit au président Roosevelt en lui disant que les nazis, l'Allemagne nazie, veut fabriquer la bombe atomique. Et que pour fabriquer la bombe atomique, elle va tout faire pour avoir l'uranium, si possible en Afrique. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Allemagne voulait s'emparer de l'Afrique pour être... Les gens se souviennent bien que Hitler voulait dominer l'Europe, n'est-ce pas? Pour dominer l'Europe, il fallait avoir les moyens de dominer l'Europe. Qui allait te donner les moyens? Les moyens allaient venir d'où? Du continent africain. Et il y a un grand professeur camerounais, et je lui tire aujourd'hui mon salut le plus respectueux, c'est le professeur Kouma Doumbé III. Il a écrit, publié un livre qui a été sa thèse de doctorat, Hitler voulait l'Afrique. C'est un livre qui est aujourd'hui épuisé, pour ceux qui peuvent le retrouver, je recommande de lire ce livre-là. C'est l'un des rares livres qui explique ce qu'étaient les ambitions de l'Allemagne sur l'Afrique. C'est un professeur camerounais qui l'a. Bon. Kouma Doumbé III. Kouma Doumbé III. Alors, le professeur Albert Einstein dit donc au président Roosevelt qu'il faut faire attention parce que si Hitler obtient la bombe atomique avant les Alliés, c'est terminé. Et effectivement, des chercheurs, des chimistes et des physiciens allemands de très haut niveau travaillaient à l'Institut, dans un institut allemand très important, et ils avaient, leur objectif était effectivement de fabriquer la bombe atomique. La bombe atomique. Et c'est ainsi que le professeur Einstein conseille au président Roosevelt de s'intéresser au Congo pour pouvoir avoir la bombe atomique, l'uranium du Congo. Et dans cette transaction, ce sera le directeur de l'Union minière du Haut-Katanga qui travaillait avec une filiale congolaise qui s'appelait African Metals, qui était basée à New York, qui a obtenu des tonnes d'uranium du Congo pour vendre aux Américains.
Le deuxième point important, c'est que le coltan, qui est aujourd'hui l'objet de la guerre, du Congo, qui a fait de nombreux massacres et qui a été pillé depuis 1997-18 par Paul Kagame. C'est ce coltan sur lequel on appelle les smartphones, hein? Voilà. D'accord. Ce coltan est déclaré depuis 1942 comme produit de sécurité nationale des États-Unis. Pardon? Produit de sécurité nationale des États-Unis. Depuis 1942, c'est-à-dire pendant la... Oui, mais alors, vous comprendrez pourquoi je vous dis que si Kagame a été placé là, c'était pour le Congo. Parce que le but, c'est que les multinationales américaines et autres, voulant s'emparer de ce coltan dont ils savent l'importance depuis 1942, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, pendant que les Africains étaient en train de dormir, et d'ailleurs, beaucoup continuent d'ailleurs encore à dormir aujourd'hui. Malheureusement. C'est pour ça que ces gens-là viennent place Kagame, là, puis, alors, s'ils veulent vérifier, il faut voir les rapports des Nations Unies depuis 2001. C'est qu'ils disent sur le rôle du Rwanda dans les mines du Congo, sur le coltan, sur les diamants, etc., etc. Donc, ne vous fatiguez pas à regarder le doigt quand on vous montre la lune. C'est le problème que les Africains ont dans cette affaire en passant leur temps à regarder la France au lieu d'essayer de comprendre l'ensemble de la problématique. Est-ce que tu veux nous dire, Charles, que les alliés de la France l'ont cocufié pour leurs intérêts? Mais ce n'est pas une histoire de cocufier. C'est une histoire de rapport de force. Vous êtes une ancienne grande puissance francophone. Dans votre zone, nous venons vous bousculer. Nous vous bousculons avec nos éléments, nous vous bousculons avec nos arguments. C'est à la France de se défendre ou de courber les chines, comme elle courbait les chines depuis l'histoire du Rwanda. L'actualité nous montre qu'il y a une base militaire russe en République centrafricaine. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que ça rentre en droite ligne dans ce rapport de force qui est établi entre ces grandes puissances? C'est évident. Vous savez que je suis détenteur des archives de l'empereur Bokassa depuis une vingtaine d'années. J'espère que tu les as bien protégés. Je travaille, hein. J'espère que tu les as bien protégés. Je travaille. J'ai fini une biographie de l'empereur Bokassa qui sortira bientôt. Très bien documentée. Chers téléspectateurs, écrivez de nombreuses lettres pour qu'il revienne sur JM un petit peu plus nous en parler. Parce qu'il est tellement occupé, bousculé, que j'ai mis 2 années à l'obtenir pour vous. Voilà. Mais on se parle souvent au téléphone. Ben, écoutez, la République centrafricaine est un pays riche, immensement riche, comme vous ne pouvez pas imaginer. Ouais. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Le Cameroun, qui est collé à la République centrafricaine, est immensément riche. Le Gabon qui est encore collé à... Vous voyez très bien que ce sont des pays qui ont beaucoup de problèmes. Vous voyez bien que ce sont des pays qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous voyez bien que c'est des pays où la démocratisation avance difficilement. Ils sont éternellement en voie de développement. Vous prenez le Congo, Brazza, le Congo, le Congo, Kinshasa, le Gabon, etc. On a la même problématique. Donc, la République centrafricaine était, depuis plusieurs années, la chasse gardée. La chasse gardée de la France. De la France. Ah, le diamant. De l'empereur Bokassa. Et de quelqu'un d'autre. Salut, bonjour Valérie. Donc, alors là, ce pays-là a été traité comme ça, un peu à la légère, un peu sans vision, sans...
sans perspective d'avenir. Et donc, les gens ont commencé à se débrouiller. À l'époque également, vous aviez beaucoup d'Israéliens dans le secteur minier centrafricain. Vous avez des Américains dans le secteur minier centrafricain. Donc des multinationales américaines Ils sont partout. qui étaient dans le secteur minier. Donc, De la chasse gardée de la France. de la chasse gardée de la France. Donc, Bizarre. bon. Mais l'absence d'une politique cohérente, vous voyez, je suis critique. Quand c'est objectif, quand c'est clair, je ne tourne pas autour du pot parce que je pense que je suis un esprit libre. Et les gens ont des difficultés avec les esprits libres. La France n'a jamais eu en République centrafricaine une vision globale, claire et cohérente de ce que pourrait être ce pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ils se sont contentés de prendre l'uranium Prendre ce que vous voulez prendre. en Centrafrique, On s'en fout. le diamant partagé avec les Américains, les Israéliens et les autres. Bon, tant pis pour les Centrafricains, on s'en etc. fout. Alors, moi, je suis tellement choqué et surpris par ce type de situation qu'aujourd'hui, la France n'arrive même plus à être un interlocuteur Crédible. Pour la dans cette paix. zone-là. Pour la paix dans cette zone-là. en République centrafricaine. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous analysez ça, il ne faut pas analyser les choses parce que vous avez de la sympathie ou de l'antipathie pour la France. Il faut analyser le rapport de force entre toutes les forces qui sont là-bas. Donc, les Russes, vous avez posé la question sur les Russes. Mais les Russes sont gênés en Ukraine. La France a attaqué violemment la Russie en Ukraine. La France est en désaccord avec la Russie en Syrie, etc. Et tout ça. Mais la Russie qui n'est pas un pays conquérant. Hein. Non, du tout. Du tout. Ils ont aussi le feu. Mais ils ont aujourd'hui un dispositif politique, diplomatique et militaire qui leur permet de s'étendre. de parler à haute voix. Ils ont donné une raclée aux Occidentaux en Syrie. En Syrie. Ils considèrent aujourd'hui que si les Chinois sont en Centrafrique, parce que les Chinois sont très implantés en Centrafrique, comme ils sont au Cameroun, comme ils sont dans les différents pays, pourquoi nous on ne viendrait pas pour ne serait-ce que connaître les défauts de nos ennemis qui nous embêtent à longueur de journée sur la Syrie et sur l'Ukraine? Sur la Crimée et l'Ukraine, oui, en fait. Bon, ils viennent, ils s'implantent, ils essayent de voir ce qui se passe. Et ils sont informés. Et ils pourront faire du chantage à la France et aux autres en disant, bon écoutez, ne venez pas me donner des leçons ici, voilà ce que vous faites en Centrafrique, voilà ce que vous faites là-bas. Voilà, c'est de bonne guerre. Donc au lieu que les Africains perdent leur temps à parler de la France du matin au soir, ils doivent comprendre aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, et ça, bon, ceux qui ont envie de réfléchir peuvent réfléchir. Avant, le combat était facile. Il n'y avait que la France et encore la Grande-Bretagne. Mais dans certains pays, il y avait la France et la France. La France et la France. Ou la France et la Grande-Bretagne, comme c'est un peu notre cas, le Cameroun, etc. Mais pour d'autres pays... Au Gabon, c'était la France et la France. En Centrafrique, c'était la France et la France. Maintenant, ils ont la Chine, la France, les États-Unis, Israël, etc., etc. Tout le monde. Même le Brésil. Mais comment ils vont faire? Depuis quand ils sont préparés à gérer une situation avec plusieurs rapaces qui veulent leur richesse? Tu vas me permettre, Charles, de prendre un livre. Ce que tu dis, Charles, dans ce livre qui est de moi, coécrit avec mon ami Yannick Nambo, que je salue, j'explique dans ce livre qu'il y a 13 ans, j'ai discuté avec Michel Roussin, avec l'ancien ministre français de la coopération, l'ancien ministre, monsieur qui a participé à la chute de l'empereur Bokassa en 1979. Donc j'ai discuté avec Michel Roussin, qui pour me permettre d'intégrer Direct TV de la chaîne de télé de Vincent Bolloré, devait me passer au crible, comme si j'étais un espion africain. Je lui ai expliqué qu'il était temps que la France prenne les devants et propose de nouveaux accords à ses anciennes colonies. J'en discutais également avec mon ami, alors sénateur Jacques, je fais taire son nom, des Hauts-de-Seine. Je lui tenais le même discours et tous m'ont rayonné. Et à la fin, l'un d'entre eux m'avait dit: tu es trop intelligent pour travailler pour TF1.
Est-ce que la France n'aurait pas gagné au change il y a une vingtaine d'années en proposant de nouveaux accords et un plan de développement à ces anciennes colonies? Est-ce que c'est pas là où la France a fauté et qui est en train de lui pardonner aujourd'hui? Vous savez, les dirigeants politiques, en général, s'intéressent à leur carrière. D'abord. Et les carrières peuvent durer 5 ans. Au plus haut niveau, je dis. Hein. Ça peut durer 5 ans. À l'époque du quinquennat, ça peut durer 10 ans. Bon, des septennats, enfin, l'époque des septennats peut être 14 ans pour certains, etc. Ce qui les intéresse, c'est d'abord comment je fais ma carrière. C'est pas comment mon pays va se développer, va prospérer, etc., etc. Cette question-là, elle est, à mon avis, valable pour beaucoup de gens et pour beaucoup de pays africains, y compris en Afrique du Nord. Vois-tu, depuis... qui ont été les premiers ouvriers de Renault et de Peugeot? C'était les Nord-Africains. Nord-africains, des Ouest-africains. Des Ouest-africains également. Des Maliens, des Sénégalais, etc. C'était des ouvriers de Renault, de Peugeot, etc. La France n'a jamais pensé que la concurrence automobile asiatique allait être un problème. D'ailleurs, lorsque toi et moi nous naquîmes au Cameroun, qu'est-ce qu'on voyait dans le compact automobile au Cameroun? Renault, Peugeot, Citroën. Bon. Ils n'ont jamais pensé qu'il fallait développer une industrie automobile dans les pays francophones. Non, jamais. Qui eux-mêmes allaient être des consommateurs de ces automobiles. Voilà. Bon, donc, je peux multiplier des exemples comme ça à l'infini. C'est pour cela que je dis que moi, je ne vais pas raisonner comme un dirigeant politique français. Je réponds à la question que tu m'as posée. Est-ce qu'ils se sont trompés depuis une vingtaine d'années? Je crois qu'ils ont manqué de vision à moyen et à long terme de ce que pouvait être la France, de ce que pouvaient être les autres puissances, ou ce qui n'était pas à l'époque des puissances, comme la Chine, qui aujourd'hui est devenue une puissance. Donc, ce manque de vision à moyen et à long terme met la France devant des contradictions incroyables. Deuxième exemple, l'Allemagne aujourd'hui, qui est devenue le pays le plus influent et le plus puissant en Europe. On n'a pas eu de colonie et a travaillé. On a eu une vision. Comment vous expliquez qu'un pays comme la France, qui a eu toutes les colonies les plus riches du continent africain, se retrouve dans une situation de délabrement économique, avec un chômage croissant dans sa jeunesse, dans sa population, une détérioration du niveau de vie des Français moyens? Mais c'est un problème de vision à moyen et à long terme. Si vous n'avez pas ça, vous avez les résultats qu'il y a aujourd'hui. Et là, ça nécessite de... Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas un expert, mais je fais une analyse sur la base des choses qui sont, à mon avis, objectives. Cela pose le problème de la qualité des hommes politiques français. Oui, il y a eu de grands hommes politiques français, mais le problème, c'est que comme dans tous les pays, il faut à un moment donné que des gens valables dirigent les pays. Si vous avez des gens qui ne sont pas valables, vous allez voir un pays avec un énorme... C'est d'ailleurs ce qui arrive aux pays africains. Ils sont dans le même schéma d'ailleurs que la France. Ouais. C'est-à-dire que voilà des pays qui ont toutes sortes de ressources, mais ils sont considérés comme des pays sans ressources. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de... Mais rien n'est sérieux, rien n'est structuré, rien n'est organisé. Et vous avez à côté des pays comme le Maroc, qui n'ont rien. Et vous arrivez au Maroc, vous voyez tous les subsahariens qui vont au Maroc, ils regardent le Maroc, ils se disent, c'est pas possible. Ah ouais, mais ça c'est... Ah, le pays est propre, ah, le pays est bien. Mais vous êtes capable d'être 20 fois le Maroc.
Je l'ai vu, je l'ai constaté au Burkina Faso aussi. L'aéroport de Ouagadougou est un aéroport que ni le Cameroun ni le Gabon ne possèdent. Dernier petit exemple. Vous savez, au Cameroun, il y avait une insulte à l'époque pour les gens pour qui on avait très peu de considération. Lesquels? On disait, regardez cet équato-guinéen. Ah, au Gabon, c'était pire. La pire des insultes au Gabon était espèce d'équato, il y a 20 ans. Bon. Vous voyez que les équato-guinéens, les Camerounais rasent les murs devant la Guinée équatoriale. Même les Gabonais rasent les murs. Les Gabonais rasent les murs, les autres rasent les murs. Donc ça signifie que si un pays... Bon, ça ne veut pas dire que la Guinée équatoriale fait des miracles. Ça signifie tout simplement qu'à un moment donné, les gens ils prennent conscience que bon, on a quand même des capacités, on peut faire des choses. Et ils essaient de les faire. Non, ça signifie que c'est... Je prenais cet exemple pour dire que il n'y a pas à attendre que ce soit l'Occident qui vienne développer l'Afrique, qui règle nos problèmes. Et quand l'Occident ne fait pas, on se fâche, on est mécontent, on dit que non, les Occidentaux ne nous aiment pas. Mais faites! Initiez quelque chose. Soyez sérieux, faites du sérieux et vous obtiendrez des résultats sérieux. C'est pas compliqué. Ce n'est compliqué que si vous n'avez pas la volonté d'être sérieux. Je vais en profiter ici pour dire aux téléspectateurs qui le savent, je suis sûr que tu le sais, il y a des fonds américains qui attendent que les pays africains lèvent le petit doigt. Nous avons tel projet. Ils viennent, ils envoient une équipe d'Américains financer et superviser ce projet-là. Mais le Cameroun, par exemple, n'a jamais demandé. Le Gabon n'a pas demandé ces fonds-là. Pour quelle raison, on ne sait pas. Non, moi, je vais vous dire une chose. Sur ce point-là, par exemple, je peux vous décevoir. Le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, ces pays-là n'ont pas besoin de fonds étrangers pour leur prospérité économique. Ils n'ont pas besoin. C'est au cas où on a oui, tout à fait. Je viens sur un autre exemple très simple. Vous savez, il y a quelques années, la Malaisie avait refusé l'aide du Fonds monétaire international sous le Premier ministre Mahathir. Mahathir, oui. Vous savez ce qu'est la Malaisie aujourd'hui? Nous, on connaissait la Malaisie comme un pays des inondations, où il y avait des catastrophes naturelles, etc. Mais les Malaisiens rivalisent aujourd'hui au niveau de l'industrie pétrolière avec les multinationales du monde. Américaines, Exxon, etc. et tout ça. Mais nous, on est toujours là, moins bien lotis qu'en 1970. On est aussi malheureux, aussi pleurnichard qu'en 1960. Et on va au FMI tous les matins. On nous dit, bon écoutez, réduisez votre... vous avez des effectifs pléthoriques dans la fonction publique, on les réduit. Après, le FMI nous dit, ah non, en fait, c'était une erreur. 20 ans après, alors vous devez créer des entreprises privées parce qu'on a besoin plus de privés que du public. Ah, on recommence, on dégraisse et on... Enfin... Je veux dire, à un moment donné, ça devient fatigant d'entendre que ce sont les Occidentaux qui font ci, qui font ça, qui font ça. Les critiques qui sont aux Occidentaux doivent rester aux Occidentaux. C'est clair. Mais les critiques qui nous incombent, nous, on doit avoir le courage de les pointer du doigt parce que, écoutez, quelqu'un ne vient pas saccager votre maison si vous ne lui ouvrez pas la porte. Mais pourquoi on est toujours en train d'ouvrir la porte pour être saccagé ? Pourquoi on est toujours en train d'ouvrir la porte pour être spolié? Pourquoi on ouvre toujours la porte pour qu'on fasse des guerres, des destructions? Mais on nous a donné quand même quelque chose à égalité avec les autres. C'est le cerveau. D'ailleurs, dans ta lettre adressée aux Camerounais, aux dirigeants camerounais et aux opposants, tu appelais à une alternance pacifique. Mais je n'ai rien inventé. C'est pas un scoop. Mais il y a un pays qui a moins de capacité économique que nous, qui a obtenu une alternance pacifique. Le Burkina. Vous saviez que le Blaise Compaoré allait quitter le pouvoir un jour? Non. On vous l'aurait dit, vous aurez parié? Je n'aurais pas parié. Là. Vous aurez perdu votre pari. Hein? Ça c'est sûr que je n'aurais pas parié dessus. Mais non, mais là vous n'aurez pas perdu votre pari parce que ça s'est fait. Mais en quoi est-ce que les Burkinabés seraient moins intelligents que les gens en Afrique centrale? Ou plus intelligents. Ou plus intelligent, enfin non. Moi, je considère que il y a au moins une chose qu'on peut avoir à égalité, c'est l'intelligence. Ma mère avait l'habitude de dire que l'intelligence est un trésor.
Quand vous avez l'intelligence, il faut l'utiliser. Vous ne pouvez pas brader votre propre intelligence et passer votre temps à insulter les autres. Les Burkinabés ont obtenu, peu importe le moyen, ils ont considéré que leur pays ne devait pas être saccagé. Ils ont travaillé. Je connais les Burkinabés depuis l'affaire Norbert Zongo, parce que j'étais le premier journaliste à enquêter sur l'affaire Norbert Zongo. Norbert Zongo, personnellement. Et j'ai été blackouté, j'étais persona non grata au Burkina. J'espère que tu peux y retourner déjà. Je pense que je peux y retourner. J'ai beaucoup de copains qui sont maintenant arrivés aux affaires. Tu n'as pas demandé à... Non, je ne demande pas, j'aime pas tendre la main, etc. Donc, ça signifie, les Burkinabés, c'est des gens qui travaillent. Je l'ai constaté en allant... Ils travaillent sérieusement et ils sont sérieux et combatifs. Mais on ne peut pas obtenir des choses en allant au bar, boire 4 bières, rentrer et vouloir 2 jours après obtenir des résultats importants sur des choses graves et sérieuses. Non, il faut qu'on travaille. Mais c'est pour ça d'ailleurs que vous aurez remarqué que le mépris constant qu'on a à l'égard des Africains, où Sarkozy peut aller dire « Ah, ces gens-là ne sont pas rentrés dans l'histoire ». Allez à Dakar. À Dakar, là où on a recruté depuis des années des gens courageux, des tirailleurs pour venir se combattre pour la France, c'est là-bas que vous allez dire que le pays, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Bon, et j'ai vu les historiens africains se mobiliser en disant « Oui, mais c'est inacceptable ». Mais non. Il faut que on comprenne que quand on nous insulte, c'est parce que nous donnons des preuves que nous méritons d'être insultés. Le jour où on va éliminer ces preuves-là, vous remarquerez que les gens, avant de nous insulter, vont tourner 20 fois leur langue dans la bouche avant de le faire. Mais tant que vous dites, bon, regardez, vous savez, moi, l'insulte que, bon, je l'ai eu, hein. On dit, mais monsieur Nana, votre pays, vous parlez des autres pays, mais pas de votre pays. Bon, je pense que là, les gens ont compris que moi, ça ne me dérange pas de parler de mon pays, au même titre que je parle des autres. Mais je pense que tant que... Et moi, je ne vais pas raser les murs en disant, non, le Cameroun va mal, donc je vais me cacher. Non, moi, je ne dirige pas le Cameroun. Tu ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Le Cameroun ne m'a jamais donné de bourse pour aller étudier à l'étranger. Ni toi, ni moi, personne. Bon, donc... Moi, je peux parler librement, mais je considère que j'ai eu une partie de ma formation au Cameroun, une partie de ma formation en Occident. J'ai appris de l'Occident et j'ai appris de mon continent. À travers toutes les choses que j'ai pu faire partout, j'ai appris de tout le monde. Et c'est enrichi de toutes ces expériences que je pense que peut-être que je peux apporter quelque chose, à condition que les gens veulent que j'apporte quelque chose. Si on dit que non, toi, non, et qu'ils passent toute la journée à vous insulter, mais vous n'avez pas envie de faire. Surtout quand y allant, tu risquerais de prendre la place de quelqu'un qui t'attend à l'aéroport pour te Je suis ravi que beaucoup de Congolais apprécient ce que je fais, respectent ce que je fais et sont fiers et heureux que je travaille, que j'ai fait beaucoup de choses pour leur pays. Beaucoup d'Ivoiriens aussi t'en sens. Beaucoup d'Ivoiriens sont ravis, heureux, etc. D'autres, même les Rwandais disent que le jour où le pays sera... il y aura une rue à mon nom. Bon, ils le disent comme pour plaisanter, mais c'est que beaucoup ne plaisantent pas. Mais parce que j'ai mouillé ma chemise pour défendre des choses qui ne me rapportaient rien. Tu sais quoi? Non. On n'est vraiment jamais roi chez soi. Quand je travaillais que pour le Gabon, oui, je me faisais tirer les oreilles par l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui disait à l'ambassadeur du Gabon à l'époque, Madame Félicité Ngouré, « Ah, mais c'est notre fils, vous l'avez pris, mais tu ne viens jamais à l'ambassade. » Quand je travaillais pour les Ivoiriens, c'est le même discours que j'entendais. Quelqu'un est allé jusqu'à écrire sur mes postes que j'ai fui le Cameroun alors que c'est mon pays. Pourquoi je ne travaille pas? Bon, je vais vous dire... Je me suis mis à travailler pour le Cameroun. C'est au Cameroun que je suis le plus insulté. Bon, je vais te dire quelque chose que je dois te dire à toi parce que tu t'es déplacé ce jour-là pour venir couvrir l'événement.
c'est Théodore Michael Wondja. Ah, Théodore Michael Wondja, en effet. Le dernier survivant noir des camps nazis oui. en Allemagne, oui. originaire du Cameroun. Ses mémoires font un best-seller en Allemagne. La maison d'édition rachète les droits. Je paye de ma poche, le transport de ce monsieur âgé de plus de 90 ans oui. pour venir à Paris. Oui. J'invite les membres de l'ambassade du Cameroun à venir lui rendre hommage. L'ambassadeur des Comores vient sur place et le Cameroun n'a personne. Et quand M. Théodore Michael Wondja me demande, mais est-ce que les représentants du Cameroun sont venus? Ouais. Je garde la tête, hein, cher téléspectateur. Honteusement, je n'ai même pas la force de mentir pour lui dire qu'ils ont été empêchés. Parce que Michael Wondja, c'est un journaliste, un ancien journaliste, quelqu'un qui est très respecté en Allemagne. Quand il arrive quelque part, les personnalités allemandes se déplacent. Il a reçu une médaille récemment d'honneur. Mais non, quand on se comporte comme ça, on ne peut pas nous considérer. Allez, on n'est pas en deuil, hein. Chers téléspectateurs, je vous avais prévenu, quand on reçoit Charles Onana, on en apprend beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Vous voyez. J'ai eu droit à un coup de fil quand mon livre était prêt à sortir, oui. Et qu'on a su que mon petit frère était parmi les esclaves en Libye. J'ai eu droit à un coup de fil. Oui. Plus amical que les autorités. Hein, oui. Il faut le dire, hein, oui. Monsieur Samuel Vandoayolo, alors ambassadeur du Gabon, nouvellement nommé directeur du cabinet civil, m'a passé un coup de fil pour compatir. Mais ça s'est arrêté là. Mais c'est un ami qui l'a appelé, mon frère. Il n'y a eu personne parmi les autorités camerounaises qui a dit mais Jackie Moifo, on ne va pas dire qu'on ne connaît pas Jackie Moifo. Au Cameroun, on ne peut pas le dire. Mais bon, ça rejoint. On n'est vraiment jamais roi chez soi. Ah, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des... Alors, je réponds souvent, habituellement, quand on me dit, mais pourquoi vous ne travaillez pas sur le Cameroun? J'ai dit, mais ce serait faire une insulte aux Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont très intelligents. Moi, j'en connais. Aussi bien dans l'opposition qu'au sein du régime. Hein. Il y en a, vraiment, il y a des gens qui sont d'une intelligence remarquable. Mais tu as l'impression que ces intelligences-là sont éteintes. Et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est ça que je constate. Et c'est pour cela que je dis toujours, quand on me dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas? Je dis, mais non, vous avez des gens là-bas qui sont capables de faire un travail beaucoup plus intéressant que ce que je fais. Mais il faut qu'ils le fassent. On ne va pas voir Charles Onana ici, là-bas. Bon, déjà, le peu que je porte sur mes épaules, là, c'est très lourd. Mais sauf parce que peut-être... Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que je me rends compte que dans notre propre façon d'évoluer, nous n'évoluons pas avec les atouts de notre culture. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec j'ai connu mes arrière-grands-parents. Quand tu faisais quelque chose de bien, tu étais encouragé par ton parent. Oui, par ton parent. Au Cameroun, quand tu fais quelque chose de bien, tu es découragé, insulté, méprisé. Oui. Ça n'a absolument rien à voir avec la culture de nos ancêtres. Mais vous avez des gens qui vous disent, ah oui, bon, c'est comme ça. Comme si notre culture était comme ça. Non, notre culture n'est pas comme ça. Il y a une chose qui récolte les lauriers au Cameroun. Lorsqu'une Coupe d'Afrique des Nations est gagnée, tout le monde est décoré. C'est la seule chose d'ailleurs qui apporte des encouragements. Mais moi, j'aurais encore aimé que les Camerounais qui ont participé plusieurs fois à la Coupe du Monde n'aient pas tout le temps des problèmes de maillot. J'ai suivi ici. Bon, on est les seuls à avoir ce genre de choses un peu méprisables là, où les gens nous regardent un peu comme des pauvres gens, etc. Enfin, j'ai apprécié beaucoup, vous avez reçu l'ancien capitaine des Lions ici. Patrick Mboma. Patrick Mboma, oui. Qui racontait une histoire fabuleuse avec le Japon.
Oui, avec le Japon. Eh oui, le Japon qui était prêt à tout apporter au Cameroun. Mais On n'a jamais écouté Patrick. il faut pas se décourager. C'est-à-dire qu'on est là, bon, les gens, il faut pas que les téléspectateurs aient l'impression qu'on se lamente sur notre sort, etc. Moi, je suis pas quelqu'un qui se lamente en général. C'est parce que tu m'as invité, hein, que absolument que je vienne, qu'on échange, etc. Et je suis ravi parce que peut-être que les gens qui me connaissaient pas suffisamment, ils vont peut-être mesurer qu'en réalité, je suis quelqu'un qui aime que les choses progressent. Et moi, ce que tu fais, je dis que c'est remarquable. Il y a plein de gens qui, au Cameroun, font des choses bien, qui n'ont besoin que d'un petit coup de main pour... mais ils vous laisseraient mais complètement la bouche ouverte en les aidant un tout petit peu. Non, je ne comprends pas que nous n'acceptions pas de soutenir, d'encourager, d'aider. Charles, avant qu'on continue cette émission, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas tilté dessus, car je ne sais pas tout, je ne sais rien du tout d'ailleurs. Elle est difficile, hein? C'est difficile. Je pense que c'est qu'est-ce que j'espère pour l'Afrique. Pour le Cameroun et pour l'Afrique. Oui. J'espère que nous allons commencer à prouver à nous-mêmes, d'abord, à nous-mêmes, et ensuite aux autres, que nous ne sommes pas des sous-hommes. Parce que ce sont des théories qui ont été faites par des philosophes, entre guillemets, des gens comme Lévi-Brühl, comme le révérend Père Temples, Gobineau, etc., etc. Même des Français comme Voltaire, etc. Tout ça. Je pense que on devrait pouvoir, à un moment donné, commencer à démentir ça. Par des actes, des choses qui vont amener les gens à se dire: ces gens ont un énorme... Vous savez, ça, nous, on parle de notre potentiel, de nos potentialités. Vous entendez ça dans tous les débats. Tout le temps, oui. Oui, nous-mêmes, on l'a fait, hein, en disant on a telle potentialité, etc. Il serait temps quand même que nous commençons d'abord à démontrer aux autres que, 1, on réfléchit, ça se voit. 2, on agit, ça se voit. 3, on doit être respecté et ça doit se voir. Ça doit se voir. Quand on va arriver par nos actes, par le redressement de nos pays, par la restitution de la dignité au peuple africain, à tous les enfants, à leur donner de l'espoir. Moi, j'imagine, si je n'avais pas eu la possibilité d'avoir l'espoir de faire des études supérieures ou de faire mon métier, ce que je rêvais de faire, c'était... avec mon ami Benjamin et d'autres amis au Cameroun, on rêvait quand on était petit, c'était des grands journalistes. C'était d'être des grands écrivains. C'était d'être des lecteurs. On pouvait passer des journées à lire. Devenir des chercheurs. Mais moi, je suis content d'avoir fait ce parcours. Mais quand je regarde les jeunes dans plusieurs pays qui cessent de rêver, qui cessent de voir des yeux qui brillent par le progrès, par l'espoir que je peux devenir ceci, j'ai dit, si j'avais... Ça, c'est la question qui me rend malade. Si j'avais été comme eux, de ne pas pouvoir avoir ça, mais je ne sais pas, est-ce que j'aurais vraiment vécu? Et ça, je veux que nous ayons des rêves, que nos enfants aient des rêves. Que les hommes qui dirigent ces pays-là redonnent du rêve aux enfants. Non, mais ce n'est pas qu'ils redonnent du rêve, parce qu'ils sont pas... C'est pas à eux de donner ou de ne pas donner. Mais qu'ils comprennent qu'ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des dirigeants, si eux-mêmes n'avaient jamais eu de rêve et si on ne leur avait pas donné la possibilité d'accomplir leurs rêves. Et toi et moi, c'est grâce à la France que nous avons
accompli le nôtre. Je sais rester au Cameroun, je sais pas ce que je fais aujourd'hui. C'est grâce à la France que je suis devenu journaliste, un peu comme toi. Oui, et aussi grâce à moi-même. D'où ces deux drapeaux. Oui, un peu, oui, c'est aussi un peu, oui, grâce à moi-même. Ce que j'ai appris en France, c'est que on pouvait effectivement travailler si on était déterminé. On pouvait lire si on voulait lire. Et c'est même dommage que beaucoup de jeunes Français ne lisent plus. Mais quand je repars au Cameroun, et c'est ça que je vois, et c'est ça qui me... même quand j'allais au Sénégal, souvent, ça, je vois des gosses qui sont là devant des journaux, ils ont envie de les avoir chez eux, ils regardent des livres et ils ont envie de les avoir chez eux, mais ça coûte cher, ils ne peuvent pas les avoir, leurs parents... Je me dis, mais mon Dieu, c'est pourtant si simple. Ça ne coûte absolument rien à un État d'avoir des livres pour ses enfants. Non, on va cesser de pleurer, on va agir, on va être positif et ça va se faire. Soyons-le. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous recevions donc Charles Onana, un journaliste d'investigation, chercheur, auteur de Noir, Blanc, Beurre. Blanc, j'ai dit Beurre, pourquoi? Noir, Blanc, Beurre. Libérateur de la France, 1940-1945. Auteur également de La France et ses tirailleurs. Auteur de Sétueur Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise. Auteur aussi de Menace sur le Soudan et Révélation sur le procureur Ocampo. La contre-enquête sur Al-Bashir. Et également auteur de Palestine, le balèze français, tous ces bouquins et bien d'autres, car je ne les ai pas tous, sinon il faudrait tous ces bouquins, vous pouvez les retrouver sur le site des éditions Du Boiris. Donc Du Boiris. Je vais vous l'épeler D-U-B-O-I-R-I-S. Vous tapez sur Google, vous tombez dessus et puis voilà, la connaissance est à votre porte ou à portée d'un petit clic. Merci de nous avoir suivis sur JMTV+. On se retrouve sur ce même plateau bientôt avec un autre invité. Et d'ici là, malgré la situation extrêmement difficile un peu partout, même en France, pour ne pas dire au Cameroun, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye.